Si vous allez voir votre docteur, il vous dit « Ah bah, vous avez les poumons bien noirs, ah bah, c'est normal, ça fait 30 ans que vous fumez, bon ok, super. Vous pouvez soit arrêter de fumer, soit vous pouvez fumer encore plus, parce que vous savez quoi, le plus vous fumez, le plus l'industrie du tabac va s'enrichir, et donc le plus elle aura un pouvoir d'investir pour créer des solutions au cancer. Donc en arrêtant, ça c'est l'argument contre la décroissance, en arrêtant de fumer aujourd'hui, vous aggravez votre cancer. Ce qui est quand même assez... La logique de cet argument m'échappe un petit peu dans sa cohérence, mais c'est l'argument des gens de la croissance verte qui disent justement qu'il va falloir aggraver le problème, s'enrichir de son aggravation pour pouvoir ensuite investir dans les solutions pour le réparer. Ça ne sert à rien d'avoir des envolées à la Thanos d'Avengers où on va supprimer la moitié de la population, des approches comme ça. Non, il faut se concentrer sur là où sont les émissions. Et ben, si les émissions, elles sont sur les voitures surdimensionnées des riches, sur la consommation excessive de bœuf, eh ben, il va falloir se concentrer là où elles sont. Ça ne sert à rien de faire des discours généraux, de dire on doit tous se serrer la ceinture. Je pense que ce grand récit, que l'agitation de la sphère monétaire d'une économie comme définition même du bonheur, du progrès de la civilisation, elle est obsolète. Et donc on a cette critique, la critique la plus puissante du système, c'est on a un système qui vient dilapider énormément de ressources naturelles, énormément de nos heures d'attention et de travail disponibles pour les produire et consommer des trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Et ça vient véritablement interroger, on revient à la définition de la valeur et à quoi ça sert une économie. On a peut-être aujourd'hui oublié à quoi ça sert une économie, et si on vient la recentrer sur le contentement, la satisfaction des besoins, je pense qu'on va se rendre compte que tout un pan de l'économie qu'on a développé jusqu'ici, c'est un pan qui ne correspond pas à la satisfaction de besoins concrets, et donc on pourrait se permettre de faire décroître. Timothée Parrigue, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Timothée Parrigue, je suis chercheur en économie écologique à l'université de Lund, en Suède, et je suis l'auteur de Ralentir ou périr l'économie de la décroissance, qui est un ouvrage partiellement basé sur une thèse de doctorat que j'avais écrit à l'université de Stockholm et à l'université de Clermont-Auvergne, qui s'appelait The Political Economy of Degrowth, l'économie politique de la décroissance. Et donc vous êtes économiste, donc spécialisé dans l'étude des marchés, etc., avec un intérêt pour la décroissance. Moi, à la base, l'économie écologique, c'est essayer de mieux comprendre les dynamiques économiques, donc l'emploi, la production, la consommation, la location, les inégalités, la pauvreté, le développement, mais encastré dans des dynamiques biophysiques liées au climat, à la biodiversité, à l'utilisation des énergies, l'usage des sols, la production de certaines pollutions. Donc, en gros, c'est de faire de l'économie, mais pas seulement avec des euros ou des francs suisses, mais aussi avec des mètres carrés de terres agricoles, avec des mètres cubes d'eau, avec des nombres d'espèces, avec des tonnes de CO2, avec des joules d'énergie, et d'essayer de mieux comprendre cette grande question qui anime tous les économistes, les origines de la valeur, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont pauvres, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont riches, pourquoi est-ce que parfois on parvient justement à produire des choses qui nous permettent de satisfaire des besoins et parfois ça ne marche pas. Mais en ayant ce cadre qui est celui plus généralement de l'anthropocène aujourd'hui, ou de la soutenabilité on pourrait dire, que l'économie doit suivre, respecter des contraintes biophysiques qui étaient là avant mais peut-être dont on n'avait pas conscience auparavant. Et peut-être qu'on peut commencer par définir ce qu'est l'économie véritablement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent, mais peut-être le fondement de l'économie, qu'est-ce que c'est? Alors l'économie telle qu'on en parle, c'est-à-dire que réellement existante dehors, c'est l'organisation sociale du contentement. Donc il faut imaginer l'absence d'économie, c'est vous tout seul sur une île où on fait intégralement, on ne coopère avec personne pour faire quoi que ce soit. Commence à y avoir une économie quand on s'organise socialement pour se dire « Ah bah tiens, toi tu vas aller chercher cette ressource, moi je vais produire ça, moi je vais me spécialiser dans cette compétence. » Et l'économie, donc c'est une science sociale, c'est une sous-catégorie en fait de la sociologie, des comportements humains en général, où on vient se concentrer un petit peu sur comment est-ce qu'on arrive à s'organiser pour que ce contentement des besoins se passe de manière efficace, parcimonieuse, juste, démocratique. Donc il y a plein de caractéristiques. Et donc moi je pars de cette définition
qui est très centré sur le contentement. Et le contentement, c'est le processus de satisfaction d'un besoin. Donc on passe d'un besoin insatisfait, j'ai froid et je n'ai pas de manteau, et ça commence à faire très froid. Je vais m'organiser socialement pour pouvoir justement inventer, produire, aller chercher les ressources, distribuer, vendre un manteau qui va permettre de satisfaire un besoin. Et donc on voit que c'est une boucle d'une certaine manière. Besoin insatisfait qui va donner lieu à une certaine agitation humaine, une mobilisation de ressources biophysiques et sociales qui permettent d'arriver à la ligne d'arrivée du processus économique, de produire un bien et service qui parviennent à satisfaire ce besoin. Et en fait, tout ce processus-là est essentiellement ou intrinsèquement collaboratif. Ah oui, toutes les choses même que je porte aujourd'hui, même mes chaussettes. Si je devais tout seul produire une paire de chaussettes, mais je ne sais même pas où je commencerais. J'irais chercher un mouton quelque part et essayer de couper des trucs au ciseau. Enfin, je ne sais pas. Personne ne sait. Certaines personnes savent peut-être pour des chaussettes, mais pour un téléphone portable, pour une voiture, pour une route, une piste cyclable, je ne sais pas, un médicament, une banane. Donc on voit que l'économie, si elle passe par ces 5 grandes actions, donc l'extraction, où l'on vient chercher dans la nature des ressources naturelles, qu'on va ensuite transformer, donc on appelle ça la production. Une fois que quelque chose est produit, on va l'allouer, donc l'allocation, le consommer et ensuite s'en débarrasser, l'élimination. On voit qu'à chacun de ces niveaux, il y a une forme de coopération, non seulement entre les humains, mais entre la sphère sociétale humaine et la nature en général. Et donc la notion de libéralisme dans ce processus-là, finalement, est un peu un contresens, si je vous comprends bien, puisque ça devrait être une coopération entre tous les acteurs, plus qu'un libéralisme. Ça dépend. Je pense que la mentalité libérale et surtout néolibérale, elle pense que cette coopération, ce processus de contentement se passera mieux si on met les individus en compétition sur des marchés où chaque individu va se concentrer un petit peu sur son intérêt premier et à travers cette incitation à protéger ses intérêts personnels et en compétition sur des marchés, macroéconomiquement, ça va produire quelque chose qui serait optimal. Donc là, on pourrait penser, je ne sais pas, si un inventeur qui arrive à inventer une énergie renouvelable infinie se voit donner des milliards, même si cet inventeur ne fait que poursuivre son intérêt personnel d'essayer de s'enrichir, macroéconomiquement, il va créer quelque chose qui va venir satisfaire beaucoup de besoins. Ça, c'est la sphère néolibérale qui s'oppose à la mentalité, on pourrait dire keynésienne ou plus interventionniste, de se dire oui, mais cette compétition, elle a des limites parce que certaines choses, on ne peut pas organiser à travers les marchés, parce que certaines choses ne se rétribuent pas avec de l'argent. Si aujourd'hui, on arrive à sauver une espèce vivante, une grenouille ou, je ne sais pas, un oiseau quelque part, il n'y a personne qui va vous donner 1 milliard. La nature ne va pas vous envoyer un virement avec 1 million d'euros, non. Et donc là, on a un petit peu un problème aujourd'hui avec cette mentalité néolibérale qui se concentre beaucoup sur la rémunération monétaire des actions individuelles, alors qu'aujourd'hui, on a besoin de grands mouvements coopératifs pour faire des transitions sociétales qui vont générer des gains en termes de bien-être, mais pas forcément un surplus monétaire qui va être individualisable. Alors, on voit bien aujourd'hui que l'organisation économique de la société est quand même clairement en crise depuis de nombreuses années. On parle beaucoup de l'inflation en ce moment. Pour vous, quelles sont les principales causes de la déficience du système actuel ? Alors, il y en a plusieurs. La première instabilité, qui est vraiment une instabilité problématique pour tous les autres aspects, c'est l'insoutenabilité du système actuel. Quand je dis insoutenabilité, je me concentre sur la relation donc, que ce processus d'extraction, production, allocation, consommation, élimination a avec ce qu'on appelle la biocapacité des écosystèmes qu'on a autour d'une économie. Et aujourd'hui, dans tous les pays à haut revenu, on a des empreintes écologiques. L'empreinte écologique, ça vient mesurer un petit peu la quantité totale de ressources naturelles qu'une économie vient utiliser. Elle surpasse la biocapacité. Donc, en gros, on est dans le rouge. C'est-à-dire qu'on consomme plus de ressources que ce qu'on peut extraire ou que ce qu'on peut Exactement. Utiliser. On a un usage
non soutenable des ressources qui mène à la dégradation des écosystèmes. On l'a vu avec le changement climatique. Si on émet trop de gaz à effet de serre, ça va venir réchauffer le climat, qui ensuite va créer toutes sortes de problèmes qui vont venir mettre en péril le processus de contentement. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas une division très nette entre produire une chaussure, c'est de l'économie, et la température du climat, c'est de la climatologie. C'est à partir du moment où la température du climat va venir déterminer notre capacité à faire pousser de la nourriture, là, on voit que les deux sont liés. Donc le contentement général d'une économie va dépendre, et dépendra toujours, de la santé de certains écosystèmes, l'eau que l'on boit, la nourriture, mais aussi le temps qu'il fait, la chaleur, les événements extrêmes, la pandémie qu'on peut voir aussi à des sources écologiques. Donc là, la biodiversité a de l'importance. Donc ça, c'est la première grande faille, en fait, c'est qu'on a des économies qui fonctionnent à crédit. Et qu'aujourd'hui, ce crédit, il prend la forme d'un dépassement des limites planétaires. On peut comprendre un petit peu ça comme une surchauffe écologique. C'est un peu l'équivalent, je ne sais pas, d'avoir une voiture qui peut monter à 4000 tours ou 5000 tours. Et là, chaque année, on lui met 8000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000, ça commence à monter dans le rouge. Au bout d'un moment, le moteur, il casse. Là, les écosystèmes, même si l'analogie est peut-être un petit peu mal choisie, c'est pareil, on pousse de plus en plus dessus. Et le problème, c'est quand ils vont venir casser, vu que c'est des écosystèmes parfois locaux, mais parfois globaux pour le climat, ça va poser un problème de contentement, un problème qui sera dramatique dans le cadre de nos sociétés déjà riches, mais encore plus catastrophique dans le contexte des pays les plus pauvres, qui, eux, sont encore dans un processus de développement et vont se retrouver avec un obstacle énorme de devoir s'adapter à un moteur écologique cassé. Et donc ça va venir fortement impacter la satisfaction de leurs besoins. Donc moi, sur la manière dont je viens critiquer le système en place, la première chose, c'est son insoutenabilité biophysique. Et je rajoute 2 couches. Je veux dire, en plus d'être insoutenable biophysiquement, il est aussi intenable socialement. Et ça, c'est dû à une autre finitude qu'on ne reconnaît pas souvent, qui est la finitude temporelle. L'économie, elle fonctionne parce qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler. Ces gens, ce sont des êtres humains qui sont dans une réalité physique où les jours font 24 heures. Ils ne faisaient pas 22 heures il y a 10 ans, ils ne feront pas 25 heures. Non. On a toujours 24 heures. Une heure qu'on passe à faire quelque chose, c'est une heure qu'on ne passera pas à faire quelque chose d'autre. Et donc, quand on commence à avoir cette perspective de regarder l'économie, avant de les regarder en monnaie, en euros, en quoi que ce soit, en termes de temps, on se rend compte que quand on essaie vraiment de produire plus, vraiment d'agiter une sphère de l'économie, on va venir assoiffer d'autres secteurs d'heures de travail disponibles. Et donc, c'est déjà des choix. Donc, de la même manière qu'au bout d'un moment, si on délaisse certains écosystèmes, on peut les amener dans le rouge. Si on délaisse certains systèmes sociaux, par exemple le volontariat, on ne se rend pas compte, mais le volontariat est une force de travail économique absolument essentielle. En France, l'intégralité de tous les clubs sportifs pour les enfants et adolescents sont organisés par des bénévoles. C'est-à-dire que si demain, on dit on veut maximiser la croissance économique, donc toutes ces heures de bénévolat qui ne sont pas rétribuées, ça ne sert à rien, arrêtez de faire ça, allez bosser chez McDo. D'un coup, on n'a plus aucun club sportif. C'est-à-dire que tous nos enfants n'auront plus accès au sport, donc fini l'esprit d'équipe, fini la discipline sportive, fini des compétences en fait, qui deviennent vachement utiles quand on commence à travailler dans une entreprise ou même quand on arrive à l'université. Donc on perdrait une source folle de richesse non monétarisable pour gagner, je ne sais pas, les Macchiato et les Big Mac qu'on viendrait vendre en plus par ces personnes qui bosseraient. Ou produire des armes. Ou produire des armes, ou des antidépresseurs, ou aller construire des autoroutes, ou tout ce qu'on veut, ou des 4x4, ou des choses qui seraient moins utiles en relation vis-à-vis de ce temps utilisé. Donc on a aussi cette finitude sociale qui doit être prise en compte et de se dire l'économie, elle ne peut pas aller plus vite que la musique. Elle ne peut pas dépasser la limite de vitesse des écosystèmes, ça on l'a vu, mais elle ne peut pas aussi dépasser la limite de vitesse humaine des sociétés dans lesquelles ces économies sont encastrées. Parce que l'économie n'est qu'une petite partie de la société. Enfin, vous pouvez chacun calculer sur les 24 heures, les peut-être au grand maximum 8 heures que vous passez à travailler, si vous êtes dans un emploi rémunéré, ça reste une minorité de votre journée, encore moins de votre vie. Donc là, il faut étendre un petit peu l'économie. Et la troisième grande limite, c'est qu'aujourd'hui, on a ce double dépassement à la fois social et biophysique qu'engendre des crises écologiques d'un côté, des crises sociales de l'autre, mais on a aussi une crise du sens même de l'économie.
C'est-à-dire qu'à quoi bon toujours produire et consommer plus? Et là, certains économistes vont nous dire, oui, il faut maximiser la croissance parce que la croissance, c'est le progrès, il faut aller chercher le plein d'emploi parce que ça va faire augmenter la qualité de vie ou quoi. Je pense que ce grand récit, que l'agitation de la sphère monétaire d'une économie comme définition même du bonheur, du progrès de la civilisation, elle est obsolète. Et donc, on a cette critique, la critique la plus puissante du système, c'est on a un système qui vient dilapider énormément de ressources naturelles, énormément de nos heures d'attention et de travail disponibles pour aller produire et consommer des trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Et ça vient véritablement interroger, on revient à la définition de la valeur et à quoi ça sert une économie. On a peut-être aujourd'hui oublié à quoi ça sert une économie. Et si on vient la recentrer sur le contentement, la satisfaction des besoins, je pense qu'on va se rendre compte que tout un pan de l'économie qu'on a développé jusqu'ici, c'est un pan qui ne correspond pas à la satisfaction de besoins concrets et donc on pourrait se permettre de faire décroître. Alors on reviendra sur plusieurs de ces éléments au cours de l'entretien, mais donc effectivement vous critiquez essentiellement l'idée de croissance dans le système économique. Alors peut-être qu'on pourrait développer ce point-là. Déjà peut-être qu'est-ce que la croissance et en quoi est-ce un problème selon vous? Alors la croissance économique, c'est l'augmentation du produit intérieur brut, qui est un indicateur de comptabilité nationale qui a été inventé dans les années 30, qui donne un aperçu un petit peu de la taille d'une économie et de son évolution d'une année à l'autre en venant regarder les transactions monétaires. Donc déjà, le PIB se concentre principalement sur les choses qui ont un prix, avec quelques exceptions pour les services publics, auxquels on vient donner un prix. Mais ça, c'est plus une exception. Et donc, cette agitation monétaire de toutes les choses qui se vendent et qui s'achètent nous donne une espèce d'estimation de la taille d'une économie. Mais dont le calcul est d'ailleurs un peu abstrait ou abscon, difficile à saisir pour le plus grand nombre, je pense. Ah oui, mais même pour les économistes. Le manuel, il fait presque 800 pages que les Nations Unies développent pour calculer le PIB. C'est extrêmement compliqué. Parce que le PIB part d'indices de prix, je ne sais pas, on va vendre une paire de chaussures comme ça, et essaye d'écrire des volumes. Donc il faut non seulement enlever les effets des prix, il faut prendre en compte la qualité. Qu'est-ce qu'on fait pour les services publics? Par exemple, aujourd'hui, les services publics sont intégrés dans le PIB à hauteur de leur coût de production. Donc la valeur, je ne sais pas, le PIB est censé être un indicateur de valeur ajoutée. Donc c'est pour ça que quand on parle de croissance, les gens ont un petit peu trop tendance à faire l'amalgame, se dire mais attends, mais si c'est de la valeur ajoutée, c'est forcément quelque chose de positif. Alors que la publicité crée énormément de valeur ajoutée. Enfin, c'est simple. On crée aujourd'hui une entreprise de publicité, on fait des pubs qui incitent à acheter des 4x4, on paye des salaires, et voilà la différence entre nos coûts de production et le prix final c'est notre valeur ajoutée. Et ça vient participer au PIB. Même si on pourrait dire, l'objet final, le fait qu'avant mon activité, il n'y avait pas de pub pour les 4x4 et maintenant qu'il y en a une, on n'a pas participé à un processus de contentement. On pourrait dire même on s'est appauvri collectivement parce qu'on a créé cette espèce de pollution qui est ce panneau publicitaire qui incite à vendre des 4x4 pendant une période où justement on hésite de faire le contraire. Donc on pourrait même dire que c'est une activité contre-productive. Donc il faut faire attention, valeur ajoutée, c'est toujours contextuel. Plutôt dans une économie monétaire, c'est à partir du moment où quelqu'un est prêt à vous acheter quelque chose, par définition même, c'est de la valeur. Mais pour revenir sur les services publics, par exemple, n'ont pas de valeur ajoutée dans la manière dont ils sont inclus dans le PIB parce qu'on ne prend que les coûts de production. Donc la valeur d'une institutrice, c'est son salaire. Donc là, déjà, c'est un petit peu bizarre. On se rend compte que les services publics n'étaient pas inclus dans le PIB avant les années 70. De la même manière que récemment, ils ont décidé d'inclure donc le trafic de drogue dans certains pays. Le trafic de drogue qui est une réalité économique. Il y a des gens qui achètent et vendent de la drogue. D'ailleurs, il y a énormément de trafic monétaire avec la drogue dans le monde. Oui, et donc si l'on veut un indicateur qui reflète la taille un petit peu totale monétaire de l'économie, on ne peut pas se dire on ne va pas inclure les armes, la drogue, ce qui avait été la recommandation d'ailleurs de Simon Kuznets dans les années 30 quand il avait créé le PIB. Lui il se disait oui, on ne va pas inclure les armes et les trucs comme ça parce que le PIB c'est quand même, l'économie censée quand même être quelque chose de base, on crée des bonnes choses. Mais aujourd'hui le PIB, et c'est ça sa plus grande faiblesse, c'est que c'est abstrait. C'est-à-dire que ça parle vraiment, c'est une agitation monétaire, on voit qu'il y a des choses qui se vendent et des choses qui s'achètent, mais on ne sait pas qui les produit, avec quelles ressources, on ne sait pas qui les utilise, on ne sait pas si on a par exemple utilisé
le maigre budget carbone qui nous reste pour produire des grosses bagnoles à vendre à des gens qui en avaient déjà. Donc là, c'est pas un besoin, on ne va pas de besoin insatisfait à besoin satisfait. Si on avait par exemple donné une voiture à un ménage qui n'en avait pas, qui venait d'emménager à la campagne, qui devait se rendre à l'école tous les jours, là, on serait passé de besoin insatisfait à besoin satisfait. Le PIB ne nous dit pas ça. Et surtout, il est complètement aveugle à tout ce qui est non monétaire, à commencer par la nature. Donc la croissance aujourd'hui, c'est devenu un grand récit. C'est ça son principal problème. Si, à la limite, le PIB était resté un indicateur ultra spécifique utilisé par des économistes, parce que parfois c'est utile de pouvoir calculer le revenu national d'une économie, d'avoir cet indicateur de la même façon qu'on a des indicateurs d'inflation, de chômage, de relations de commerce international, de toutes ces choses-là, ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est devenu en fait un indicateur hégémonique de politique publique et même un récit fantasmagorique de développement, de se dire en fait la croissance, c'est le progrès. Alors qu'en fait, c'est un indicateur de vitesse. Donc c'est comme si on veut aller quelque part en voiture et on ne regarderait que le compteur de vitesse. On se dit « Ah, trop bien, 80, 90, 100 ». Mais si on va dans la mauvaise direction, ça ne sert à rien d'augmenter la vitesse. Ou de la même manière, même si on va dans la mauvaise direction, le plus on va vite, le plus c'est un problème, parce qu'ensuite on va devoir revenir. Donc là, on en est un petit peu là, coincé, je pense, dans un indicateur. Et qui décide de cet indicateur et qui le calcule finalement ? Parce que est-ce que c'est les États qui calculent ce PIB ? Est-ce que c'est le FMI ? Est-ce que c'est qui se charge de calculer ça finalement ? Alors ce sont les États individuellement qui calculent le PIB, et ensuite ce sont les gouvernements qui lui donnent de l'importance. Donc quand on prend une décision pour faire voter le budget d'une année, là on va prendre en compte des projections de croissance, on va dire tiens, ça peut-être il va falloir le privatiser, ou ça tiens on va supprimer un impôt sur la fortune, ou ça on ne va pas le faire en termes de transition écologique parce que ça risque de ralentir la croissance. Et c'est là où on sacrifie quelque chose de très concret, c'est-à-dire on veut par exemple sortir des énergies fossiles et donc il va falloir investir dans une infrastructure d'énergie renouvelable. Et ce processus de contentement très concret, nous ne le faisons pas pour protéger une abstraction qui est celle de la croissance, qui est en fait juste l'augmentation abstraite d'un indicateur sur les fichiers Excel de quelques économistes dans chaque ministère des Finances de chaque pays. Et alors on entend souvent justement que la croissance est indispensable pour lutter contre la pauvreté. Et là, vous avez une analyse par rapport à ça qui est assez critique. Est-ce que vous pourriez un peu développer ce point entre pauvreté et croissance ? Alors, il y a une nuance. La croissance des revenus des personnes les plus pauvres est nécessaire pour éradiquer la pauvreté, mais pas la croissance en général. Là, je pense que l'argument est assez facile à comprendre. C'est-à-dire que si vous faites croître le revenu national, mais que ce sont ceux qui sont déjà riches ou à la limite qui ne sont pas pauvres, qui reçoivent donc l'accroissement de ce revenu, vous n'avez pas éradiqué la pauvreté. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui. La France voit ses taux de pauvreté augmenter malgré la croissance économique. Et quand on regarde les chiffres de tête donc sur la dernière décennie en France, sur 100 € donc de croissance économique, de revenus extra. Si je me souviens bien, les 50% les plus pauvres de la population n'en reçoivent que 8, alors qu'il me semble que les 1% les plus riches en reçoivent 35, je crois que les 10 suivants, c'est 32. Donc il y a vraiment une grande disparité dans le partage du revenu, une disparité qui est énorme à l'échelle du globe. Donc là, il y a eu des études qui ont été faites aussi sur 100 $ de croissance internationale. Là, c'était vraiment quelques dollars qui se retrouvaient sur la moitié de la population la moins fortunée. Et donc, cette croissance, elle ne va pas éradiquer la pauvreté. Et donc là, on a des théories dites du ruissellement qui nous disent non, mais à travers l'enrichissement des classes les plus aisées, vous inquiétez pas, en deuxième lieu, cet argent va venir dégringoler, ruisseler vers les plus bas revenus. Ça, je veux bien, mais après quelques décennies où l'argent ne ruisselle pas, il faut quand même admettre que cette théorie ne fonctionne pas. Et là, aujourd'hui, les travaux de Thomas Piketty et d'autres économistes sur les inégalités ont bien montré en fait qu'il n'y a pas de processus de ruissellement de la richesse.
Donc le remède contre la pauvreté, c'est de faire en sorte que des personnes... La pauvreté, c'est quoi la pauvreté? C'est l'incapacité à satisfaire des besoins. Donc ce sont des personnes d'ailleurs qui ont le plus besoin de l'économie. Parce que ce sont des personnes qui ont le plus de besoins à satisfaire. Donc pour éradiquer la pauvreté, il faut identifier les besoins insatisfaits de cette marge de la population qui n'arrive pas à vivre décemment. Et ensuite, il faut arriver à soit créer des biens et services pour satisfaire les besoins dans un cadre où ils n'existent pas. Ça, souvent dans des pays du Sud, voilà, si vous n'avez pas de médecins, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous ne pouvez pas créer des services de soins aux personnes. Mais dans nos pays, la pauvreté, dans les pays développés, n'est pas un problème de production. On n'a pas des gens qui sont sans logis à Lausanne parce qu'on n'a pas assez de maisons. Non, c'est un problème d'allocation. Et donc de dire, tiens, pour résoudre la pauvreté en Suisse, il va falloir augmenter le PIB, ça ne marche pas. Il faudrait dire, non, il va falloir trouver une manière de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui se retrouvent exclues du circuit économique et comment faire en sorte qu'une partie de ce que l'on produit, qui est largement nécessaire pour que personne ne vive dans le besoin, soit allouée à ces personnes-là. Et ça, c'est à l'État de s'en charger? Pas forcément. On peut le faire de plein de manières différentes. Ça peut être des solidarités directes, ça peut être des solidarités organisées dans ce qu'on appelle des communs au niveau des communautés, ça peut être l'État à plein de niveaux, ça peut être un État fédéral, national, ça peut être la municipalité, qui est la version locale de l'État, ça peut être aussi une part de par le marché. Je donne un exemple, mais les cafés suspendus, qu'on voit de plus en plus dans certains petits bars où voilà, quand on achète son café, on peut payer pour un café ou un repas en plus qui sera suspendu dans le sens qu'il ne sera pas, on ne va pas me le donner à moi, mais que quelqu'un qui n'a pas le revenu pour s'acheter un sandwich ou un café arrive et puisse bénéficier, tiens, je vais prendre un sandwich, je ne peux pas le payer, donc je vais prendre ce café suspendu que quelqu'un a payé pour moi. Ça, c'est un mécanisme de solidarité qui n'est pas organisé par l'État. Donc des mécanismes de solidarité comme ça, il y en a plein, il y en a toujours eu plein, il y en a une grande diversité. Ça peut aller de ces petites choses qu'on voit dans des cafés avec des cafés suspendus à des grands systèmes comme l'idée même de la sécurité sociale, qui est un système macropolitique de solidarité. Mais ces systèmes-là sont beaucoup plus efficaces à réduire la pauvreté qu'une augmentation agrégée juste de la vitesse de production économique. Qui ne profite qu'à ceux qui ont déjà beaucoup de capital. C'est ça le problème. On se rend compte que, et c'était la grande théorie de Piketty, que les taux de retour sur les investissements privés de richesse déjà accumulés sont très souvent supérieurs au taux de croissance, qui est un petit peu le taux d'enrichissement général de la population. Donc si on est déjà un petit peu fortuné, on va faire de l'investissement locatif, acheter 2-3 appartements, une maison, la louer ou quoi, en fait on va s'enrichir plus rapidement que la moyenne. Mais une fois qu'on s'est enrichi plus rapidement de la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On va replacer cet argent. Donc tous les 2-3 ans, je vais pouvoir m'acheter un appartement en plus, et ensuite un appartement en plus, et un appartement en plus. Donc on a cette concentration en fait, des richesses par le haut, qui, à travers des logiques d'investissement, devient une nouvelle source de revenus. Donc la richesse s'accumule comme un petit peu des rochers qui viendraient bloquer le cours de l'eau dans une rivière, et donc amener l'eau d'un côté, et ceux qui n'ont pas de patrimoine se retrouvent en fin de course de la rivière, et en fait il n'y a plus d'eau, parce que toute l'eau a déjà été détournée par ceux qui ont su la capter en amont du processus de création de valeur. Et d'ailleurs, cette création de capital par investissement, par spéculation, ne crée pas vraiment de valeur. Pas toujours, en tout cas. Mais pas dans le sens économique. On pourrait dire qu'elle crée de la valeur au sens microéconomique, dans le sens où j'avais 1 million, j'achète un appartement à Lausanne, je le revends 10 ans après, il a pris 20%, je me suis enrichi. Mais on passe d'un appartement à un autre appartement. D'ailleurs, même, on a perdu de la valeur. Parce que si j'ai fait aucune rénovation sur l'appartement, il est moins efficace thermiquement. Il s'est usé. Donc, en fait, la valeur ici, dans le cas de l'immobilier, c'est une conséquence directe de phénomènes spéculatifs où, pour une raison ou pour une autre, une localité devient de plus en plus désirable, ou, par exemple, des personnes riches se disent « Ah bah tiens, l'immobilier, ça devient une valeur sûre pour placer son argent », et donc massivement, on place tous notre argent, ce qui fait augmenter les prix. Et là, non, ça ne devrait pas être considéré comme de la valeur dans le sens anthropologique du terme, où la valeur, en fait, c'est la capacité à satisfaire un besoin insatisfait. Le besoin insatisfait, c'est je n'ai pas de logement, d'un coup, j'ai un logement. Mais dans ce cas-là, non, je ne pense pas que ce soit véritablement de la valeur. C'est plutôt même ce qu'on pourrait appeler de la disvaleur.
parce que la marchandisation donc, de l'immobilier, qui fait monter les prix, elle va rendre le logement de plus en plus difficile pour la marge la moins fortunée de la population. C'est pour ça qu'on peut voir une hausse concomitante de l'activité économique, des valeurs immobilières de manière très généralisée, et une hausse de la pauvreté des personnes qui n'arrivent plus à se loger parce que, très simplement, eux, leurs salaires n'ont pas augmenté au fil des décennies, alors que le taux de retour sur l'investissement locatif n'a cessé d'augmenter. Donc au final, s'ils ne peuvent pas se permettre d'augmenter leur salaire, ils se feront forcément exclure, et au bout d'un moment, ils devront aller vivre, plus à Lausanne, mais je ne sais plus, la ville d'à côté, et ensuite la ville d'à côté, ensuite la ville d'à côté. Et c'est vraiment le cas en Suisse très fortement, en tout cas cette spéculation immobilière. Dans le cadre de l'association entre la liberté de chaque personne, la liberté personnelle, puis l'accession à la propriété, comme l'a dit Martin, où en Suisse, on est très touché par ça, parce que la classe moyenne n'arrive plus à accéder à la propriété. J'ai l'impression qu'au contraire, au niveau du discours politique, on a une tendance à la dépossession des citoyens, des biens matériels, de la péjoration du fait que chaque citoyen puisse accéder à la propriété et à du terrain, etc. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de néo-communisme comme ça, un peu malsain, qui ressurgit. Est-ce que vous avez une idée de la source de cette... Est-ce que ça a un sens au niveau économique, tout ça ? Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la question. Donc on a cette émergence d'un néo-communisme de par le discours politique qui veut de plus en plus déposséder le citoyen de ses biens, l'empêcher d'accéder à la propriété, etc. Est-ce que ça a un sens économiquement ? Est-ce que ça peut améliorer d'une manière ou d'une autre l'économie générale ou pas du tout ? On a eu cette histoire depuis le tournant néolibéraliste des années 80, comme quoi les activités économiques seraient mieux gérées si on laissait des entreprises à but lucratif s'en occuper. Donc au lieu d'être soi-même propriétaire de ses bureaux, gérer ses propres brevets, ses propres infrastructures, son système d'eau, ses infrastructures de production énergétique, ses fermes, ses terres agricoles, ce qui était censé être vu comme inefficient, on va les privatiser pour justement que des entreprises à but lucratif les fassent fructifier. Mais là, on se rend compte que quand on fait ça, en fait, elles vont les faire fructifier en se concentrant sur donc, ce qu'on appelle la valeur d'échange, donc cette valeur de marché, cette valeur monétaire qui n'est pas véritablement une valeur anthropologique, c'est-à-dire que ce n'est pas une valeur d'usage. Donc là, par exemple, une entreprise va approprier un système de gestion de l'eau d'une ville, va sous-investir, parce que l'investissement est un coût pour cette entreprise, et va essayer de faire monter les prix, parce que le prix est un revenu, et surtout si elle n'a pas de compétition, sur le long terme, elle va pouvoir se permettre de le faire. Ça augmente sa plus-value, la qualité de l'eau est la même, voire elle s'est détériorée parce qu'il n'y a pas eu d'investissement, et là, l'accès à l'eau devient de plus en plus cher. Donc cette dépossession, en fait, d'une certaine autonomie vis-à-vis de la satisfaction de ses besoins, qui peut répondre à une mentalité non économique. Par exemple, on s'organise selon la logique d'une coopérative d'habitation. Disons qu'on est dans un petit village, dans la campagne à Lausanne, et là, voilà, on s'installe avec quelques familles. Il n'y a pas assez de logements. Bon, très bien, on veut faire construire une petite résidence. Là, on peut soit faire appel à un développeur immobilier qui va mobiliser de l'argent, investir pour faire construire cette résidence, et ensuite nous la louer ou la revendre, mais avec des impératifs de rentabilité, parce que c'est une entreprise à but lucratif, elle n'est pas là pour boire l'eau des pâtes, elle ne fait pas ça par générosité. Mais nous, on se dit, mais si on fait ça, est-ce qu'on ne va pas se retrouver prisonnier, ou un jour, justement, quand les loyers auront augmenté, on va devoir se faire chasser de chez nous. Est-ce qu'on ne préférerait pas plutôt, dans une logique d'habitation participative, d'essayer de trouver une manière de mettre l'argent ensemble, de faire construire donc ce commun d'habitat, et ensuite de décider ensemble, avec la logique de la coopérative, donc une personne voit une voie, de décider d'un loyer qui serait juste pour arriver à rembourser le prêt qu'on a fait auprès d'une banque pour pouvoir construire ce logement et les services de construction, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une logique qui existe dans beaucoup de villes. Les coopératives d'habitat, il y en a. Vienne étant vraiment le Disney World de cette logique de l'habitat à but non lucratif. Donc là, c'est deux logiques différentes. Et je pense que sur le long terme, en fait,
tout ce qui concerne les secteurs clés d'une économie, se nourrir, se loger, se soigner, ces choses-là, c'est des logiques de maintenance, de ce qu'on appelle du care. Donc ce n'est pas des logiques de maximisation de la valeur monétaire. Ça, à la limite, si vous avez un casino, ou je ne sais pas, sur certains secteurs, pourquoi pas. Mais c'est des secteurs où on vise la résilience. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, on veut que les hôpitaux soient toujours capables d'accueillir les gens qui sont malades pour les soigner. C'est ça ce qu'on veut. Donc là, on est vraiment sur une maximisation, une optimisation plutôt de la valeur d'usage de ces services. Et l'habitat, je pense que c'est pareil. Donc aujourd'hui, on va devoir faire marche arrière sur des décennies en fait, de privatisation d'infrastructures clés qu'on va devoir démarchandiser, on pourrait dire même déséconomiser, dans le sens où elles vont sortir de cette espèce de mentalité capitaliste d'être considérées comme des marchandises pour faire fructifier un capital individuel, pour redevenir en fait ce qu'on appellerait plutôt des communs. D'ailleurs, l'abandon des communs, il me semble que c'est un peu à la source de la révolution industrielle et du système capitaliste via le mouvement des enclosures, par exemple. Donc là, c'était déjà l'idée de se dire, ben voilà, les communs, les forêts, les champs que tout le monde peut utiliser dans un village vont être, voilà, on va les mettre des barrières autour pour les privatiser. Et ça lance un peu la révolution industrielle. Donc c'est un peu au cœur du capitalisme, finalement. Ben, l'enclosure, oui, c'est les origines du capitalisme. Et on se rend compte que à partir du moment où vous vivez à la campagne, tranquillement, vous vous arrangez entre voisins pour, ah bah très bien, moi je vais dans ton bois pour aller chercher mon petit, des brindilles, pour faire ça, de temps en temps, moi je te passe des œufs de mes poules, quand j'ai besoin d'aide du cordonnier, enfin c'est voilà, une petite économie de village qui fonctionne à travers la solidarité ou quoi, qui se permet d'avoir une sorte d'autonomie et de résilience propre. D'un coup, si on coupe l'accès, ah bah tiens, moi je vais acheter la forêt. Et tous les gens qui venaient chercher du petit bois gratuit, là, ils vont payer. Parce que bon, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Moi, je l'ai acheté la forêt avec de l'argent. Et j'ai envie de la faire fructifier. Et donc maintenant, je vais vous vendre l'accès. Mais ces personnes, maintenant, elles doivent trouver l'argent. Comment elles font? Donc pour trouver l'argent, elles vont devoir passer plus d'heures de leurs heures à travailler pour un salaire. Donc là, dans le développement du capitalisme, cette appropriation de l'infrastructure qui était à l'époque en commun, qui permet de satisfaire des besoins, va créer une pression pour que des personnes doivent aller travailler, donc contre salaire, pour se permettre de faire payer ça. Mais on atteint, moi je vais vous parler de ma situation d'appropriation vraiment la plus brutale qui est en ce moment, enfin pas la plus brutale, mais la plus choquante dans la vie de tous les jours, vu que moi je suis universitaire, c'est l'appropriation des données scientifiques et des connaissances en général. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais la science, on publie des articles scientifiques dans des revues spécifiques. C'est comme ça que la science avance. Toute connaissance scientifique est publiée dans une revue. Avant, les revues, c'était des communs. C'était géré par les bibliothèques universitaires et c'était une logique de solidarité, un petit peu d'économie de village, où quand tu découvrais quelque chose, eh ben moi j'allais relire. J'étais revu par les pairs par mois et c'était édité peut-être à un troisième collègue qui connaît bien. On se donnait des commentaires. Ensuite, on envoyait ça à la bibliothécaire de l'université. C'était mis en ligne, pas de souci. On partageait les coûts. C'était dans le budget de la bibliothèque. Pas de souci. Et on avait chacun accès à la connaissance gratuitement. Parce que sur Internet, tout le monde pouvait lire l'article. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour avoir accès à un article scientifique, c'est à peu près 40 $ par article. Pourquoi? Parce que des grandes entreprises à but lucratif ont massivement acheté les journaux académiques et maintenant créent des centaines et des milliers de journaux académiques et se sont placés sur le même credo. Et c'est de l'appropriation dans le sens où elles ne produisent aucune valeur parce que l'article est écrit bénévolement par quelqu'un qui reçoit un salaire public à l'université. Donc j'écris l'article, l'université me paye pour écrire l'article. La personne qui va relire cet article est aussi payée par l'université et va le faire sur son temps libre. La personne qui édite le procédé travaille aussi pour l'université. La seule différence, c'est qu'au moment de publication, nous cédons nos droits de propriété à cette entreprise à but lucratif qui ensuite peut vendre l'accès à cet article. Donc là, on appelle ça de l'accumulation par l'appropriation. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation de la censure de par la privatisation de ces journaux scientifiques? Pas de la censure, parce que justement, eux, le plus ils publient, le plus ils s'enrichissent. Ce que je remarque, moi, c'est une diminution de la qualité moyenne de l'article moyen. Parce que avant, c'était très difficile peut-être de publier dans certaines revues, parce qu'il y avait un certain standard de rigueur. Et bon, c'est aussi pas mal d'efforts de relire, d'organiser une revue, donc il n'y en avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, ces entreprises, elles ont tout intérêt à publier
plus d'articles chaque mois. Donc elles vont créer des nouvelles catégories, de se dire « Ah bah tiens, ça cet article qui n'aurait jamais été publié avant parce qu'il est trop court, parce qu'il n'est pas assez poussé, parce qu'il n'est pas assez original, on va quand même le publier parce que ça veut dire que ça l'ajoute dans notre catalogue et ça permet d'amasser en fait un capital culturel qu'elle peut ensuite revendre. » Donc là, on voit que l'organisation économique de l'allocation de ces connaissances-là va venir impacter directement la qualité même de ce processus extra-économique qui est la science. Et on imagine, c'est assez fou, parce que ensuite l'accès à cette connaissance, les universités payent énormément pour avoir accès donc, à ces bases de données pour que leurs étudiants et chercheurs puissent télécharger des articles, mais quelqu'un qui ne travaille pas à l'université ne peut pas acheter 40$ pour un PDF de 10 pages, sachant que quand on fait de la recherche, on en lit des dizaines, voire beaucoup plus par semaine, c'est absolument inabordable. Surtout que c'est un système qui n'a pas lieu d'être. Si d'un coup, aujourd'hui, coup de baguette magique, on se dit la propriété de tous les articles redevient la propriété publique des bibliothèques universitaires, et bien en fait, rien ne changerait. On continuerait à faire exactement la même chose, sauf que le budget de l'université serait allégé parce qu'il n'aurait pas à payer ce qu'on appelle la rente, aujourd'hui perçue par ces entreprises à but lucratif qui s'assoient un petit peu sur les articles académiques qu'ils ont réussi à posséder. Et donc, ça, on lèverait aussi, il y a quand même un certain nombre de fraudes, par exemple, d'entreprises pharmaceutiques ou d'entreprises liées à l'agroalimentaire, qui favorisent la publication d'articles scientifiques à des fins de défendre leurs produits ou en tout cas leur industrie. Et ça, j'imagine aussi que si c'était un commun, ça arriverait moins, quoi. L'intérêt du commun, surtout du commun, par définition, un commun, c'est une communauté de parties prenantes qui s'organisent autour d'une ressource et qui vient définir un protocole d'usage particulier. Donc ça, c'est ces trois molécules du commun, la ressource, la communauté et le protocole. Et déjà, quand on a une communauté qui vient définir de manière autogérée un protocole, on a beaucoup plus de chances que les objectifs soient pluriels. C'est-à-dire de se dire, ah bah tiens, moi ce qui m'intéresse, c'est la puissance de la science, moi ce qui m'intéresse, par contre, c'est plus ça, moi ce qui m'intéresse, c'est la convivialité, moi ce qui m'intéresse, c'est la lucrativité, moi ce qui m'intéresse, c'est la soutenabilité. Et de par la coexistence de ces objectifs, on a une gestion qui va être plus harmonieuse, alors que si ces décisions, elles sont prises par 5 actionnaires qui sont tous là essentiellement parce qu'ils ont investi dans l'entreprise, et donc qu'est-ce qu'ils veulent ? Faire fructifier leur investissement. La soutenabilité, on s'en fout. Les conditions de travail, on s'en fout. La démocratie en entreprise, on s'en fout. Ces choses-là, c'est périphérique vis-à-vis de l'intérêt premier de la partie prenante investisseur, actionnaire, qui est de faire fructifier sa part dans l'entreprise. Alors, on parle de croissance, qui est effectivement, voilà, comme vous dites, une sorte de croyance du système, mais on parle aussi beaucoup de croissance durable, de croissance verte. Les Nations Unies, par exemple, ont lié l'obtention d'un travail décent à une croissance durable dans leur objectif de développement. Croissance, durabilité, croissance verte, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je suis très critique donc, de ce 8e objectif du développement durable, dont l'une des cibles est donc le découplage de la croissance économique des pressions qu'elle a sur l'environnement. Et là, on a le concept de croissance verte, de se dire on va continuer à faire croître une économie tout en faisant décroître l'empreinte écologique pour revenir sous le seuil de la biocapacité, comme on l'a vu avant, pour que cette économie soit soutenable. Le problème, c'est que ce grand découplage qui permettrait de rendre une grosse économie, c'est-à-dire une économie qui a déjà eu beaucoup de croissance, dans le cas des pays à haut revenu, soutenable, je ne pense pas qu'il soit possible. Je ne pense pas qu'il soit théoriquement possible sur le long terme. Je ne pense pas qu'il soit plausible, même s'il était théoriquement possible sur le long terme, je ne pense pas qu'il serait plausible sur le court terme, qui est le terme que nous avons pour faire transition écologique. Et même s'il était plausible sur le court terme, je ne pense pas, en tout cas, les observations qu'on peut faire sur les plusieurs dernières décennies, ou souvent jusqu'en 1990, ne nous montrent pas en fait ce découplage que l'on attendrait. Donc là, pour moi, il y a ce triple niveau d'impossibilité. Et la grande question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut donc découpler la production et la consommation, parce que c'est ça la croissance. Donc là, on ne parle pas d'euros, de valeur ou quoi, on parle vraiment, est-ce qu'on peut produire et consommer plus
tout en utilisant moins d'énergie et de matériaux. Et là, on se pose une question, ok, on va essayer de penser toute activité économique, même celle qu'on est en train de faire maintenant. Elle demande de l'énergie et des matériaux. Si vous êtes un être humain, vous avez aussi un métabolisme biophysique. Petite machine, vous utilisez de l'énergie et vous produisez des déchets. Pareil pour une entreprise, pareil pour une association, une municipalité, un pays. J'ai du mal à imaginer comment on pourrait, sur le très long terme, faire croître ce que l'on produit et ce que l'on consomme, même si l'on prenait les activités qui sont les plus faibles, parce que bien sûr, j'imagine, ici, on utilise moins d'énergie et de matériaux que si on était en train de construire une autoroute. Mais comment est-ce qu'on fait pour augmenter exponentiellement? C'est-à-dire que cette année, on fait un podcast, l'année prochaine, 2, 4, 8, 16, en ayant le même schéma inversé, mais pour l'énergie et les matériaux. Ça, c'est difficilement tenable, et quand on regarde un petit peu la trajectoire de développement des pays à haut revenu, aucun des pays n'a vraiment jamais eu l'expérience de ces deux courbes inversées. Ce qu'on voit, en fait, c'est un découplage mou pour certaines choses, les gaz à effet de serre notamment, où la croissance augmente, et on a une petite baisse relative, donc un découplage relatif, donc les gaz à effet de serre augmentent toujours, mais moins vite qu'avant. Donc ça, ce n'est pas vraiment une victoire. Ou un découplage absolu, mais petit, c'est-à-dire une quasi-stabilisation où ça baisse, ça reste pareil. Donc là, on n'est pas sorti de l'auberge si on a une empreinte carbone qui est énorme et qu'on doit la réduire grandement. Ou on a une petite baisse. Alors dans 11 pays au monde, on a pu observer ces dernières décennies, ce découplage absolu où on a en effet l'empreinte écologique, donc enfin l'empreinte carbone en tonnes qui baisse chaque année. Mais là encore, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut se dire, est-ce qu'elle baisse assez vite? La réponse est non. Et si elle ne baisse pas assez vite, est-ce qu'elle baisserait plus rapidement si, en parallèle, nous avions une réduction de la production et de la consommation? Et là, c'est là où ça devient difficilement défendable pour ceux qui viennent promouvoir la croissance verte. C'est que la réalité des contractions économiques, des crises, nous montre bien que la manière la plus directe et certaine de faire baisser l'utilisation d'une ressource naturelle, c'est de moins produire, de moins consommer. Enfin, là, c'est presque un petit peu embarrassant de devoir expliquer cela à des économistes de temps en temps, mais si vous avez une voiture qui ne va pas rouler aujourd'hui, c'est une voiture qui ne va pas émettre des gaz à effet de serre aujourd'hui. On a vu ça pendant la pandémie. Quand on garde les avions au sol, ça réduit l'empreinte carbone du secteur de l'aviation. Alors que quand on investit dans de la recherche qui peut-être un jour va inventer un avion vert qui permettrait de faire ci, de faire ça, là on est plus dans la certitude. Il peut y avoir des effets rebonds, il peut y avoir un déplacement du problème vers une autre pression environnementale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas marcher. Et là, effectivement, vous parlez uniquement des gaz à effet de serre, alors qu'il y a plein d'autres pressions sur la nature, que ce soit les ressources naturelles qui sont extraites pour notamment faire des technologies dites renouvelables. Ça, finalement, vous parliez du découplage concernant le gaz à effet de serre, mais toutes les autres pressions sur la nature sont bien réelles et continuent avec l'utilisation de technologies. Complètement. Quand on parle des limites planétaires, c'est toujours au pluriel, parce que c'est des problèmes, même s'ils sont connectés, l'acidification des océans, l'usage des sols, les pertes de biodiversité, l'extraction des ressources naturelles, l'utilisation des énergies fossiles, elles sont connectées, mais on peut parfois avoir un problème qu'on arrive à résoudre, mais parce qu'on déplace et on le met sous un autre tapis. Par exemple, si aujourd'hui on se disait « Ah là là, en Suisse quand même, l'usage des voitures, ça émet énormément de gaz à effet de serre. Donc on va tout électrifier. » Donc dès aujourd'hui, on ne fait plus que des voitures électriques, donc c'est-à-dire que toutes les voitures thermiques, on les prend, on les sort du marché et on les remplace par des voitures électriques qu'on aura produites à l'occasion. Là, on va se rendre compte que l'empreinte carbone du secteur des transports, en tout cas, va baisser, bonne chose, mais l'empreinte matière, qui mesure en tonnes les métaux et les matériaux que l'on utilise, va augmenter parce qu'on sait qu'une voiture électrique, de par la gourmandise de ses batteries, utilise plus de 6 fois plus de matériaux qu'une voiture thermique. Donc là, en fait, on a abaissé un petit peu la limite planétaire du réchauffement climatique pour dépasser encore un petit peu plus les problèmes écologiques liés à l'extraction des matériaux. Donc moi, quand je discute avec des économistes qui me parlent de croissance verte et qui souffrent de ce que j'appelle la monomanie du carbone, moi j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu comme des enfants qui essayent de résoudre un Rubik's Cube, juste une couleur. Ils sont là, regarde, j'ai résolu le jaune. Je dis, mais c'est génial. Mais le concept du Rubik's Cube,
c'est que c'est très facile de faire une seule face, très facile dans ce cas-là de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est extrêmement plus difficile d'arriver à constituer une face tout en arrivant à constituer toutes les autres faces. La transition écologique aujourd'hui, c'est-à-dire l'annulation de la surchauffe écologique, le retour vers les limites planétaires doit vraiment être compris comme un Rubik's Cube où dès qu'on touche quelque chose, il faut regarder si ça ne va pas aggraver quelque chose d'autre et il faut vraiment faire toutes les modifications économiques pour que toutes les couleurs se mettent à la place. De ce que j'en ai vu, c'est un Rubik's Cube impossible à résoudre quand on a une économie qui, toutes les années, va devenir plus grosse. C'est notamment les travaux de Aurore Stéphan qui surveille l'activité minière et puis qui dit dans plusieurs conférences que au niveau de l'extraction et puis de la pollution que engendre l'activité minière, c'est impossible de continuer comme ça. Si on veut arriver à la transition énergétique, à la voiture électrique, aux éoliennes, etc., c'est pas possible. Tout à fait, hein. Aurore Stéphan le dit magnifiquement bien. Quand on a une vision systémique de l'économie comme un métabolisme sociétal, donc comme notre corps, mais en beaucoup plus grand. C'est-à-dire quand on regarde tout ce qui rentre et tout ce qui sort de l'économie. Et bien là, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre la soutenabilité que quand on se permet de venir piocher un petit exemple, de dire « Non, mais regardez, dans ce canton, on a réussi à recycler ci. Ah, mais regardez, non, cette voiture qu'on a fait ci, elle émet moins de gaz à effet de serre. Non, mais regardez, là, on a recyclé une paille, ce qui nous permet de sauvegarder... » Bien sûr, mais la transition écologique, c'est l'empreinte totale d'une économie. Donc, ce n'est pas des petits exemples et de se dire peut-être un jour, petit exemple deviendra grand. Non, c'est de regarder l'amoncellement de ces exemples, des bons exemples, contre l'amoncellement de tous les mauvais exemples qui viennent alourdir l'empreinte écologique. L'innovation, ce n'est pas seulement l'invention de choses qui sont bonnes pour la planète. Hein. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit « Je vais inventer un méga chalutier avec un filet qui permette d'attraper l'intégralité de toute la biodiversité d'un coup, parce que ce sera moins cher et ça va maximiser la plus-value des entreprises à but lucratif qui font de la pêche industrielle. » Ça a donné lieu à un brevet, à une application. C'est du progrès technique. Ça a créé des nouveaux problèmes liés à la surpêche et aux extinctions de biodiversité. Donc là aussi, c'est toujours une relation entre les efforts investis pour résoudre des problèmes et les efforts investis pour faire des choses qui viennent aggraver le problème. Et aujourd'hui, dans une logique de croissance, parce qu'on l'a vu de la même manière où on en parlait que les riches s'enrichissent plus vite que la moyenne parce qu'ils ont un capital accumulé, et bien les entreprises très lucratives, qui sont souvent des entreprises qui pouvaient bénéficier de la gratuité des ressources naturelles, aujourd'hui vont avoir tendance à investir massivement, donc sous l'effet d'une dépendance au sentier, dans leurs activités. Total, qui vient d'annoncer qu'il augmente justement sa production d'hydrocarbures, alors qu'en termes de transition écologique, c'est absolument consensuel scientifiquement et même politiquement dans le cadre du gouvernement français du moment qu'il faut faire baisser l'utilisation des hydrocarbures et à commencer par leur production. Mais là, on voit que ces entreprises ne le font pas. Donc là, si on choisit 2-3 exemples de quelqu'un qui a inventé un petit drone qui arrive à ramasser du plastique dans l'océan, ça ne nous sort pas de l'auberge. Et peut-être même que ces exemples particuliers cachent finalement l'ensemble. Par exemple, la focalisation sur la réduction des émissions de CO2 dissimule souvent d'autres problèmes écologiques dont on ne parle pas. Et c'est un peu un argument facile, j'ai l'impression, pour ensuite, évidemment, créer des technologies qui permettent de réduire le CO2, mais dont on ne prend pas compte les autres impacts, quoi. Donc, il y a ça et il y a 2 autres aspects dont on n'a pas parlé, les aspects de justice intragénérationnelle et intergénérationnelle. C'est-à-dire que le dérèglement d'un écosystème, le dérèglement de l'écosystème climat a été déréglé donc, par les pays à haut revenu pendant leur développement industriel et toujours aujourd'hui, où aujourd'hui ça a shifté, c'est plus vraiment concentré sur les pays, mais c'est plutôt concentré sur les classes les plus aisées qui vivent dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud. Eux sont responsables de la dégradation des écosystèmes qu'ils ne vont pas subir. Donc aujourd'hui, pour les chiffres, on sait que les 10% les plus riches de la planète sont responsables d'environ 50% des émissions globales. Mais ces 10% qui ont causé la moitié du problème ne vont subir que 3% des coûts du réchauffement climatique. Alors que la moitié la plus pauvre de la population,
qui n'a émis que 12% des émissions globales, elle va subir 75% des coûts du changement climatique. Les coûts du changement climatique, ça veut dire qu'il y aura plus d'inondations, ce sera plus difficile de faire pousser de la nourriture, plus difficile de travailler parce qu'il fera chaud, plus difficile parce qu'il y aura des chutes de biodiversité. Donc toutes ces choses-là qui sont des problèmes très concrets qui créent des obstacles au contentement. Donc là, il faut prendre ça en compte, de se dire, le pari technologique de se dire « Ok, on va émettre énormément de gaz à effet de serre, mais vous inquiétez pas, parce que peut-être un jour, on inventera quelque chose qui nous permettra de résoudre le problème. » Si cette décision elle est prise par des moguls milliardaires de la Silicon Valley, c'est un petit peu facile, parce qu'au cas où, si ça ne marche pas, moi j'ai mon bunker en Nouvelle-Zélande, pas de souci, enfin, là, c'est un symbole. Mais si cette décision elle était prise par des îles pacifiques qui savent qu'elles vont disparaître avec la montée des eaux, ou des populations pauvres des pays du Sud dont le mode de vie sera rendu absolument impossible, si ce n'est que par la raréfaction de l'eau ou l'augmentation de la température qui les forceront justement à migrer autre part, ces personnes, toute personne, je pense, saine d'esprit, irait vers la prévention. De la même manière que si vous allez voir votre docteur, il vous dit « Ah bah, vous avez les poumons bien noirs, ah bah, c'est normal, ça fait 30 ans que vous fumez, bon ok, super. Vous pouvez soit arrêter de fumer, soit vous pouvez fumer encore plus, parce que vous savez quoi, le plus vous fumez, le plus l'industrie du tabac va s'enrichir, et donc le plus elle aura un pouvoir d'investir pour créer des solutions au cancer. Donc en arrêtant, ça c'est l'argument contre la décroissance, en arrêtant de fumer aujourd'hui, vous aggravez votre cancer. Ce qui est quand même assez... La logique de cet argument m'échappe un petit peu dans sa cohérence, mais c'est l'argument des gens de la croissance verte qui disent justement qu'il va falloir aggraver le problème, s'enrichir de son aggravation pour pouvoir ensuite investir dans les solutions pour le réparer. Ce qui est vraiment, ça relève de la pyramide de Ponzi. Et alors justement, vous parlez de décroissance. Alors parlons-en justement, détaillons un peu ce concept qui est souvent décrié d'ailleurs. Macron a finalement assimilé ce mode de vie, ou en tout cas cette idée, à la vie amish, c'est-à-dire un retour finalement à quelque chose de très sommaire, un retour en arrière en termes de confort. Enfin, il y a plein de critiques comme ça sur le concept de décroissance. Voilà, est-ce que vous pourriez un peu développer ce que vous entendez véritablement par décroissance ? Alors je vais déjà définir le terme. La décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc cette définition, elle a 5 éléments. La première, c'est quelque chose d'assez factuel. La décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation. Mais à ce niveau-là, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce qu'on l'a vu, la production et la consommation, c'est des choses abstraites. Ça peut être la production de cigarettes ou de publicité pour les SUV, ou la production d'insuline ou de logements sociaux. On ne parle pas de qui produit et qui consomme encore. Ça peut être, et on verra après, la réduction de la surconsommation des classes aisées, la réduction de la production de certains secteurs indésirables. Pour l'instant, c'est ça, réduction de la production et de la consommation. Pour alléger l'empreinte écologique, là, c'est déjà une première spécificité de se dire la décroissance doit être sélective, où on va venir viser les productions et les consommations qui sont les plus intenses en ressources naturelles. Pourquoi ? Parce que c'est une stratégie de transition écologique. Donc, on ne fait pas pour le plaisir. On peut voir qu'il peut y avoir des co-bénéfices sociaux, mais l'une des premières raisons, quand même, c'est parce qu'on est en surchauffe, qu'on n'arrive pas à se soutirer de cette surchauffe parce que les politiques de croissance verte n'ont pas fonctionné. Et donc, il va falloir essayer quelque chose de plus. Et ça, déjà, ça nous oriente un petit peu. Ça nous dit, par exemple, faire des podcasts avec une empreinte tout petit, ce n'est pas la priorité. On ne va pas commencer par vous dire « non, les gars, là, il va falloir rationner. Faites moitié moins de podcasts. » Alors que si vous êtes une marque automobile et qui produit des SUV, ou une marque qui fait des parkings, des autoroutes, ou des choses comme ça, ou un golf qui utilise énormément d'eau, ou un élevage industriel qui se concentre sur le bœuf, vous avez une grosse empreinte, et donc là, vous avez une question de soutenabilité à vous poser. Planifier démocratiquement. Ça, on voit que le planifier démocratiquement, qui est le troisième élément, il fait le lien avec dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. C'est-à-dire que l'économie, on l'a vu, si c'est l'organisation collective du contentement, ce n'est pas le Far West, on ne va pas juste arrêter de faire des trucs comme ça. Non, ça va être une transition coopérative, concertée de toute manière. Et d'ailleurs, si l'on veut qu'elle se fasse dans le souci de la justice sociale, parce qu'on l'a vu, si
quelqu'un a besoin d'avoir accès à des médicaments et qu'on vient réduire la consommation de médicaments de cette personne, on va créer un besoin insatisfait, de la pauvreté. Donc là, ça sera un échec en fait, de politique économique. Alors que si justement on doit, je ne sais pas, par exemple, réduire l'usage de l'eau, mais on arrive à s'organiser pour faire en sorte qu'on ferme quelques golfs, mais ça nous permet d'arriver à maintenir l'agriculture. Là, en fait, on a fait une réduction de la pollution et de la consommation, qu'on a planifié démocratiquement pour arriver à se rendre compte de quelles activités étaient les plus importantes, sans venir dégrader la qualité de vie. Ou en tout cas moins que si l'on avait fermé l'agriculture au lieu de fermer les golfs. On se rend bien compte. Et la justice sociale, c'est aussi extrêmement important parce qu'on a des inégalités environnementales qui sont énormes. Donc déjà, dans un esprit de justice sociale, ça veut dire que cette réduction de la pollution et de la consommation, elle va principalement se concentrer sur les pays du Nord, pour commencer. Où là, on peut élargir un petit peu plus sur les classes les plus aisées et les régions les plus aisées de tous les pays, mais principalement sur les pays à haut revenu, qui sont à un haut degré de dépassement. On ne va pas demander à des pays comme le Malawi ou Madagascar de venir décroître, ce qui serait l'équivalent de demander à quelqu'un qui ne mange pas déjà à sa faim de faire un régime. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis spécialiste de l'obésité macroéconomique. Donc je travaille sur la Suisse, la Norvège, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, des pays comme ça. Et donc c'est ça la justice sociale, mais même au sein de ces pays, on a des inégalités qui sont importantes. Au sein de l'Union européenne, le volume d'émissions des 10% les plus aisés, c'est le même volume d'émissions que celui de la moitié de la population la plus pauvre. Donc là, ça ne sert à rien d'avoir des envolées à la Thanos d'Avengers où on va supprimer la moitié de la population, des approches comme ça. Non, il faut se concentrer sur là où sont les émissions. Et si les émissions, elles sont sur les voitures surdimensionnées des riches, sur la consommation excessive de bœuf, il va falloir se concentrer là où elles sont. Ça ne sert à rien de faire des discours généraux, de dire on doit tous se serrer la ceinture. Et l'autre aspect, on l'a vu, c'est l'aspect intergénérationnel, de se dire, dans cette transition aujourd'hui, la justice sociale, elle demande aussi, et c'était l'ambition première du concept de développement durable, de maintenir notre capacité à contenter dans le futur. Parce que nos économies, là, si elles sont à crédit écologiquement, ça veut dire qu'on vient contenter aujourd'hui, mais en sacrifiant la capacité de contenter demain. Ce qui n'est pas facilement acceptable éthiquement. Donc ça, on revient à ça. Ouais, ça, c'était pour les 5 éléments de la définition de la décroissance. Et Jean-Marc Jancovici, par exemple, soutient que la décroissance est inévitable, mais par contre, si elle n'est pas planifiée dès maintenant, elle sera subie via une crise, effondrement, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Alors moi, j'utilise différents termes. La décroissance, c'est quelque chose de spécifique. Ce que Jancovici appelle la décroissance, moi, j'appelle ça un effondrement. Donc, c'est un spectre. D'un côté, vous avez la décroissance qui correspond en fait à une transition gérée de manière consciente. C'est l'équivalent d'un régime. De se dire, tiens, j'ai 20 kilos à perdre, j'identifie combien de kilos j'ai à perdre, je décide de comment j'ai envie de les perdre, en faisant plus de sport, en arrêtant de manger ci, de manger ça, et je fais un choix conscient de le faire, et je fais ma transition. Et bien sûr, avec un peu de chance, j'ai le temps de la faire, j'ai les moyens de m'acheter les choses que j'ai besoin de m'acheter, j'ai le temps pour aller faire le sport, toutes ces choses-là. Ça, c'est la décroissance parfaite si l'on l'avait commencé dans les années 1970, quand on s'est rendu compte à la publication du rapport HALT à la croissance qu'on avait un problème d'insoutenabilité. De l'autre côté du spectre, on a l'effondrement, c'est-à-dire que le moment où on n'a rien fait sur la soutenabilité et on se retrouve confronté à un effondrement systémique. Donc ça, par exemple, l'effondrement des pêcheries somaliennes, où on a toute une partie des populations littorales qui, depuis très longtemps, vivent de la pêche. D'un coup, à cause d'une surpêche industrielle, pas des navires somaliens, on peut imaginer, mais de grands navires industriels de pays du Nord, on surpêche, les poissons n'arrivent plus à se reproduire, l'écosystème s'effondre, on ne peut plus pêcher. Là, de la même manière, on s'adapte à une réalité biophysique, sauf que ça arrive en pleine face, et c'est vachement plus difficile que ça se fasse dans la joie et la bonne humeur, parce qu'on doit agir vite, on n'a pas forcément le temps de prendre en compte la justice sociale, on n'a pas forcément le temps de planifier démocratiquement, on n'a pas forcément le temps de se concentrer sur la qualité de vie. Et donc, entre le choix de décroissance choisie aujourd'hui et effondrement subi demain, c'est un peu comme une ligne de métro. On a plusieurs arrêts, et le plus on attend, ça fait 50 ans
d'inaction écologique dans ces pays à haut revenu qui ont vu année après année leur empreinte écologique augmenter en dépassement de leur biocapacité. Donc il serait quand même temps qu'on se mette à agir. Mais je suis d'accord avec Jean-Marc qu'une économie ne peut pas fonctionner au-dessus de ses moyens biophysiques à jamais. Au bout d'un moment, il y aura soit un effondrement de l'écosystème qui va venir créer des chaleurs insupportables, qui va venir créer des pandémies à répétition, des inondations, ou soit une raréfaction d'une ressource, que ce soit des métaux qu'on n'arrivera plus à trouver, que ce soit un manque d'eau, ou que ce soit un manque de biomasse, de matériaux, ou même de sols fertiles disponibles. La question, bien sûr, c'est aussi comment mettre en œuvre cette transformation, étant donné que finalement, ceux qui ont le pouvoir, les plus riches, sont aussi ceux qui sont le moins impactés, comme vous l'avez dit, par cette crise, en fait, de l'économie. Ouais. Ça, c'est pas nouveau. Hein. On a quand même, dans le contexte de nos démocraties modernes, on arrive à organiser des systèmes redistributifs de solidarité, comme on a vu, comme la sécurité sociale. On a des mécanismes redistributifs, mais qui, pour l'instant, ne prennent pas vraiment en compte cet aspect environnemental. Donc là, c'est une étape de plus dans le développement de notre capacité à être généreux, à s'auto-aider. Donc pour moi, c'est un progrès économique, dans le genre où on crée de plus en plus de filets de sécurité qui nous protègent collectivement contre la pauvreté. Mais en effet, ça a beaucoup plus de chances de se faire dans un cadre démocratique à une personne, une voix, que dans un cadre de décision de marché à 1 euro, une voix. Donc ça, et si on le met dans le cadre international, ça a beaucoup plus de chances de se passer si on laisse une voix aux populations les plus vulnérables, à commencer par celles des pays du Sud, que si on prend cette décision que dans les pays du Nord, avec des populations inclus vulnérables, mais beaucoup moins vulnérables que d'autres. Donc là, on voit que moi, je pense que c'est qu'à travers un procédé démocratique non économique, ça c'est très important, non économique, où l'on peut parler de nos besoins en tant que citoyens et citoyennes, et pas de nos intérêts en tant qu'acteurs économiques. Je pense que ce n'est qu'à travers ces procédés qu'on va pouvoir prendre cette décision, qui a du sens quand on se rend compte, et les chiffres nous le disent, qu'une majorité de la population va souffrir de l'inaction écologique, alors que c'est une minorité de la population qui, aujourd'hui, parvient à attribuer donc, la valeur, ce surcroît de croissance économique, on en a parlé tout à l'heure. Donc si on venait discuter ça en 2 secondes, si vous étiez dans une coloc et vous aviez un problème qui ne nettoie pas la cuisine et que voilà, vous avez juste une personne qui ne fait jamais le ménage et ça nuit à tout le monde alors que ça fait gagner un peu de temps à cette personne qui n'a pas à faire la vaisselle, bah, vous essayez 2 secondes, il y a tout le monde qui va faire « Bon, Ludo, la vaisselle, là, tu l'as fait maintenant ?» et problème réglé. Donc là, c'est un petit peu... Et là, le fait que Ludo soit millionnaire ne devrait pas l'affranchir de se dire « Non, mais écoutez, vous êtes gentils les prolos, mais moi, je gagne quand même 10 fois plus que vous tous réunis. Donc la vaisselle, je ne la fais pas. » Là, c'est un petit peu comme ça qu'on est en train de gérer la discussion sur les problématiques écologiques, alors que dans toutes les situations de tous les jours, que ce soit les personnes qu'on croise quand on attend le train à la gare, ou entre familles, ou entre amis, on se serait assis et entre personnes, on aurait pris une décision qui irait quand même... je pense qu'il serait assez plus proche de la poursuite de l'intérêt commun que de celle de l'enrichissement d'une minorité. Mais donc aujourd'hui, il y a donc une déficience de la démocratie qui fait que cette transition ne peut pas être véritablement engagée. Donc il faudrait d'abord passer par une réforme de nos systèmes politiques vers plus de démocratie pour ensuite arriver à ce résultat. Mais pas forcément une grande réforme dans le sens où on a besoin de réinventer la démocratie. Je suis l'expérience de la Convention citoyenne du climat en France, où là, c'est un ajout de se dire « Ah bah tiens, là, on a une grande décision à prendre, et on n'est pas sûr. » Et ben, on va organiser un audit citoyen, sélectionner 150 citoyennes, citoyens au hasard, leur donner accès aux experts et à la connaissance pour prendre 6 mois pour donner des recommandations au gouvernement, et on va s'engager à les appliquer, ce qui n'a pas été fait en France, mais les 500 pages de recommandations politiques de la Convention citoyenne pour le climat sont impressionnantes. Elles sont impressionnantes de lucidité, de précision et de sagesse. Moi, je l'ai lu juste en sortant de ma thèse, et j'avais passé ma thèse à faire des propositions similaires. Je me suis dit, waouh, le pouvoir de ce que 150 citoyens peuvent faire en 6 mois. Le problème ensuite, ça a été bloqué. Et là, bien sûr, il y a des sociologues qui font ça très bien et des politologues pour expliquer
la puissance des lobbies financiers qui parviennent à faire passer leurs intérêts pour justement venir diluer cette espèce de poursuite commune de la transition écologique comme définie par le peuple selon la logique de la Convention citoyenne. Après, on peut critiquer la méthode et de se dire, très bien, faisons des conventions citoyennes à l'échelle de chaque territoire, des villes. Là, maintenant, il y a des conventions d'entreprise. Je pense qu'il faut aujourd'hui se dire qu'on a une décision à prendre. Et l'économie ne va pas la prendre toute seule parce que si elle va pas la prendre toute seule parce que non seulement si elle pouvait la prendre, elle l'aurait déjà prise, et parce que l'économie, on le voit tous les jours, ne prend pas les bonnes décisions, parce qu'encore, l'économie de marché est une économie où des acteurs agissent en suivant leur propre lucrativité, et ça a des grandes limites pour résoudre des problèmes écologiques, où une grande partie de la richesse que l'on essaie de préserver, ce n'est pas une richesse qui est privatisable et monétarisable. Ça rejoint un petit peu la convention citoyenne, le système du tirage au sort pour élire les représentants. C'est juste ? Après, ce n'est pas mon sujet de spécialité, donc en termes d'organisation politique, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus, et ça doit dépendre de comment est-ce qu'on organise une assemblée d'entreprise, comment on organise la gestion d'un commun local, d'une municipalité, d'une association, d'un territoire, d'une municipalité. J'imagine qu'il y a plein d'outils. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se protéger contre la capture économique de ces prises de décision. De se dire, un acteur économique, une puissance financière, va venir se dire, moi, mon vote, il va compter pour 80%, donc quoi que vous décidiez, ou même j'ai 51%, donc je ferai ce qui est bon pour mon intérêt économique, et pour mon intérêt économique, c'est produire plus d'hydrocarbures. En influençant les politiques des États, qui semblent quand même, de manière générale, soutenir cette industrie et cette économie, quoi. Oui, et c'est pas miraculeux. Enfin, l'argent investi dans le lobbying, qui est une réalité macroéconomique, il ne serait pas investi s'il n'y avait pas un retour sur investissement. Donc le fait que les entreprises continuent à dépenser énormément d'argent pour faire du lobbying, montre bien que ça doit marcher d'une certaine manière. Donc là aussi, il y a toute une grande réflexion à avoir moi c'est très loin de mon expertise, chez les politologues, pour protéger les prises de décision, surtout celles où l'on vient définir un agenda de survie de l'humanité, les protéger des intérêts de court terme d'acteurs financiers. Mais quel est, à votre avis, le moyen de pression le plus efficace que détient un citoyen pour essayer de faire valoir ses intérêts ? L'expérience de l'A69 en France, qui était un projet de construction d'une autoroute dans le sud de la France, qui a été vivement opposé par des collectifs locaux et qui ensuite s'est transformé en manifestation nationale, montre bien qu'il y a encore une force de mobilisation citoyenne de se dire, tiens, dans ma localité, je vois une méga-bassine, un projet d'autoroute, un projet de construction d'un centre commercial qui n'est pas passé à travers le prisme des décisions démocratiques. Et donc, on peut avoir l'impression que si on s'était tous assis dans une assemblée, on avait décidé, après un forum précis d'identification des besoins insatisfaits, et on s'est dit la meilleure façon de satisfaire les besoins de notre communauté, tout en minimisant notre empreinte écologique, c'est de construire un nouveau centre commercial, alors qu'il y en a déjà 12. Là, très bien. Si c'est décidé, pourquoi pas ? Ça se fait dans l'acceptation sociale. C'est la démocratie. C'est la démocratie, et les gens utilisent leur budget biophysique limité. Alors, cette décision démocratique ne peut pas surutiliser le budget écologique. Démocratiquement, ils ne peuvent pas décider d'utiliser plus de ressources qu'ils n'ont. Qui serait défini par un économiste ou des économistes, par exemple ? Alors, surtout pas par les économistes, mais plutôt par des gens qui étudient les écosystèmes. Donc, les climatologues et l'équipe, les rapports du GIEC nous disent, par exemple, voilà, ça c'est à peu près le budget carbone qu'il ne faut pas dépasser. Pareil, des personnes qui sont spécialistes d'une pêcherie sur le lac de Lausanne, avec bien sûr les imprécisions qui viennent avec la science, mais c'est les meilleures connaissances disponibles, devraient nous donner, ok, là, si vous pêchez plus que ça risque de créer un effet d'entraînement qui mènera peut-être à un effondrement de la biodiversité dans le lac. Donc, il vaudrait mieux éviter. Donc, chaque source d'information, ça, c'est des sources scientifiques parce que c'est l'étude des systèmes naturels. Et ensuite, je pense que démocratiquement, ça nous donne une potentialité. Voilà, ça, c'est des budgets qu'on doit respecter si on veut arriver à se contenter sur le très long terme, mais on peut en faire ce que l'on veut.
Et ce que l'on veut, dans une logique de décision démocratique basée sur le besoin, ça me paraît quand même un meilleur procédé de décision que ce que une minorité de la population veut, basé sur un enrichissement monétaire très localisé. Vous parliez du PIB. Que pensez-vous des indicateurs alternatifs, notamment le bonheur national brut ou le BIB, BNB ? C'est des initiatives que je soutiens et que je célèbre, parce que le PIB, si on l'a vu, le problème c'est que ça montait en hégémonie. C'est-à-dire que l'indicateur PIB, on lui donne beaucoup trop d'importance comparé à d'autres indicateurs. Aujourd'hui, on peut faire deux choses. Soit on invente un indicateur alternatif qui vient le remplacer. Mais on garde cette espèce de monarchie statistique d'un seul indicateur pour les gouverner tous. Soit, ça c'est la première approche. Je ne suis pas sûr que ça soit l'approche la plus sage, parce qu'encore une fois, on est là à essayer de comprendre et gouverner des systèmes complexes, des systèmes sociaux, culturels, économiques, politiques, écologiques, et je ne suis pas sûr que l'approche par un indicateur synthétique de simplifier cette situation en un indicateur fonctionne. Ce sera l'équivalent de vouloir piloter un avion, mais avec un bouton. Pas ouf. Il faut accepter qu'il y ait différents indicateurs. Donc l'approche par ce qu'on appelle des tableaux de bord, moi, me paraît beaucoup plus convaincante. La Nouvelle-Zélande, par exemple, qui a développé en 2019 les budgets bien-être, indicateur de 65 métriques de bien-être futur, bien-être présent, avec des indicateurs plus économiques, des indicateurs sociaux, politiques, d'autres liés au temps, d'autres liés au carbone, d'autres liés à l'eau. Et ça permet de faire donc, une évaluation des politiques publiques, une mesure de la prospérité, et une évaluation et une décision de vote du budget sur les investissements publics et toutes ces choses-là, avec le tableau de bord, de faire, ah ben tiens, si on fait ça, au lieu de faire le centre commercial, on voit que ça augmente l'indicateur écologique, talala. Mais ça fait baisser le nombre d'emplois dans le centre commercial, et ça permet de faire des arbitrages. Donc ça enrichit en fait les discussions politiques, dans le sens où ça vient nous informer des conséquences de nos actions. Alors que le thermomètre du PIB, de se dire « Ah, on fait ça, ça augmente le PIB. » Ok, mais enfin... Donc, aujourd'hui, il faut faire descendre le PIB, et je pense qu'au lieu de le remplacer par un nouvel indicateur roi, d'accepter le fait, surtout donc, du tableau de bord d'indicateurs, et surtout de se dire que cette ère un petit peu technocratique d'une économie qui puisse être gouvernée par quelques experts statisticiens, parce que c'était ça la naissance de la macroéconomie dans les années 30, hein, quand John Maynard Keynes invente la macroéconomie, c'est dans une perspective très interventionniste où l'État va arriver à piloter. Et pareil, Simon Kuznets, quand la comptabilité nationale, c'est on arrive à tout compter pour pouvoir mieux contrôler. Aujourd'hui, si on croit vraiment en cette démocratie qui doit être plus participative, plus localisée, plus délibérative, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte d'avoir une diversité d'indicateurs qui ne va pas être les mêmes dans un canton et dans un autre. La Nouvelle-Zélande a plein d'indicateurs basés sur son identité culturelle propre, que nous ne retrouverons pas en France ou en Allemagne ou en Équateur. Et donc, forger ses propres indicateurs, c'est aussi l'une des premières étapes de devenir autonome dans la définition même de notre prospérité. Et là, donc, on devrait pouvoir admettre que même si tout le monde doit avoir des indicateurs de soutenabilité, parce que tout le monde a des activités économiques qui utilisent de l'énergie et des matériaux, et en fonction de la différence d'écosystème et surtout en fonction des différentes aspirations culturelles et différents modes d'organisation économique, des différents passés et des différents présents, on devrait y avoir un tableau de bord différent ici, et on devrait aussi avoir une espèce de millefeuille d'indicateurs. La Nouvelle-Zélande, peut-être, qui développe son budget bien-être avec ses 65 indicateurs nationaux, ça vient donner le ton, mais une municipalité peut bien dire « oui, mais nous, on habite autour d'un lac ». Donc on a quand même la problématique du lac, et donc on l'intègre. De la même manière qu'une entreprise qui fabrique des pneus, elle ne va pas avoir les mêmes contraintes qu'une entreprise qui fabrique des podcasts. Donc là aussi, on peut se permettre, à partir de ce cadre général qui est décidé de manière démocratique, de venir choisir, nous on est plus concentré là-dessus, plus concentré ici. Donc là, on a tout un écosystème d'indicateurs qui rend en fait l'économie beaucoup plus agile dans sa capacité à contenter des besoins, parce qu'on a des besoins qui sont beaucoup plus précisément identifiés, et on a des contraintes biophysiques qui sont aussi beaucoup plus visibles, ce qui nous évite des surpassements qui, on l'a vu, créent une crise écologique, qui crée ensuite une crise du contentement. Vous me disiez en aparté que vous
songé à écrire un nouveau livre après Ralentir ou périr, qui est paru il y a une année ou deux, je crois. Peut-être alors, voilà, le sujet n'est peut-être pas encore très défini, mais est-ce qu'on peut parler de ce que vous envisagez? Quels sont vos travaux maintenant, peut-être vers des solutions plus concrètes ou des pistes de mise en pratique de vos idées? Alors, Ralentir ou périr, oui, il est sorti en septembre 2022. Et c'était vraiment, il fallait prendre le temps de construire la critique de la croissance, parce qu'aujourd'hui, on l'a tellement invisibilisée, c'est-à-dire que la croissance est devenue un espèce de sens commun, où tout le monde admet que c'est positif. Il fallait revenir à la base de qu'est-ce qu'une économie, qu'est-ce que la croissance, dans quel écosystème social et écologique est-ce que ce processus de croissance s'insère, avant de pouvoir même parler de décroissance et encore moins de post-croissance. Maintenant que ceci est fait, pour le deuxième livre, j'aimerais vraiment plonger complètement dans cette idée de post-croissance et de post-capitalisme en élaborant un système économique alternatif. Là encore, ce n'est pas élaborer un système qui viendra remplacer l'intégralité de toutes les économies au monde, parce que les économies sont diverses et plurielles, mais de retracer le procédé, de partir du système aujourd'hui, de le disséquer en plusieurs parties, en interaction, et venir remplacer ces parties par d'autres parties qui existent dans le monde. Par exemple, je dissèque l'économie France, nous avons encore un système de comptabilité nationale très porté sur le PIB, je vais remplacer avec des budgets de bien-être à la néo-zélandaise. Et là, peut-être, je vais remplacer par une autre institution, une monnaie complémentaire que j'ai trouvée au Japon. Et ça, on va remplacer par quelque chose qui n'a peut-être jamais existé, mais qui était proposé par des gens, une sorte de sécurité économique. Et on assimile toutes ces choses-là. Et moi, ce que j'ai envie de montrer à travers ce livre, c'est déjà qu'il existe énormément d'initiatives, et que ces initiatives peuvent devenir énormément puissantes si on arrive à créer des synergies et pour qu'elles fassent système. Donc moi, ce que je vais donner dans le livre, c'est la capacité pour que des gens arrivent à mieux comprendre les économies comme système complexe, en interaction avec des éléments sociaux et écologiques, et leur donner la capacité critique de les déconstruire pour pouvoir inventer en fait les économies du futur, et pour que ces personnes se sentent endotées d'une certaine puissance de création, alors qu'aujourd'hui l'économie c'est un petit peu quelque chose de très technocratique. Si on n'a pas de doctorat en sciences économiques, on n'ose même pas en parler. Ouais, les gens sont un peu démunis effectivement quand il s'agit de penser autre chose ou de se saisir simplement d'un changement. Effectivement. Donc là, c'est ce que dans votre livre vous voulez travailler, c'est justement une facilitation ou une démocratisation de la pensée économique pour proposer un système plus large. Oui, une pensée systémique de l'économie et une approche par étapes qui montre en fait la diversité des options possibles. Je ne vais pas montrer un système économique. Moi, je vais en construire un dans mon livre que je construis par étapes, mais à chaque étape, je montre qu'on aurait pu choisir A, B, C, D, E, F. On avait peut-être 19 différentes façons de déterminer les prix. Là, j'en choisis un. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ensuite, il faut décider de ça. Là, on avait 33 façons de le faire. On va prendre celle-là. C'est un petit peu comme les livres, vous savez, où vous êtes le héros. Donc, si vous voulez faire ça, allez page 14. Et ensuite, si vous voulez faire ça, allez page 30. Sinon, allez page 81. Là, c'est un petit peu pareil pour que les gens puissent jouer d'une certaine manière, eux-mêmes, de se dire, mais moi, dans ma localité, là, ça ne marcherait pas. Parce que nous, on n'a pas remunicipalisé le système de l'eau. Donc, il faut déjà qu'on fasse quelque chose d'autre. Donc, je vais prendre une approche un petit peu boîte à outils, plus qu'une approche d'artiste, se dire, voilà, j'ai créé un système économique, il est magnifique, regardez-le, c'est ma Ferrari, conduisez-la ou ne la conduisez pas. Mais plutôt de leur donner la capacité de venir imaginer le futur de leur propre économie. Peut-être pour parler un petit peu des sujets d'actualité, est-ce que vous avez une idée des impacts écologiques de l'intelligence artificielle et puis des crypto-monnaies avec la blockchain, etc. C'est pas du tout un sujet que j'ai recherché. Mais disons, en tout cas, c'est très technologique, donc très consommateur d'énergie, a priori. A priori, oui. C'est ce que les étudiants disent, dans tous les cas. Les crypto-monnaies, le Bitcoin, qui a beaucoup été pris comme exemple pour les études, ils nous montrent que, malgré le fait que ce soit des monnaies digitales, ce ne sont pas des monnaies complètement dématérialisées, parce que leur utilisation est rendue possible par une infrastructure physique qui, elle, demande aussi de l'énergie. On peut dire la même chose pour les intelligences artificielles, du coup. Complètement. Tout ce qui sort d'un ordinateur, et là, c'est peut-être le problème des rêves d'économie dématérialisée, c'est qu'on a tendance à oublier les infrastructures, le fait que même quelque chose aussi dématérialisé qu'Internet
demande des câbles qu'on vient enterrer au fond de la mer, demande chacune de nos photos des serveurs où on doit stocker ces données, des serveurs qui doivent être refroidis, donc avec de l'énergie. Et donc là aussi, on ne peut pas considérer l'économie digitale comme une source de croissance exponentielle et complètement infinie, détachée de la réalité biophysique. Donc on revient sur l'argument que j'avais développé avant, qu'il n'existe aucune activité économique aujourd'hui, même la plus dématérialisée, qui soit complètement indépendante de l'utilisation de l'énergie et des ressources. À ce titre-là, on pourrait se dire que le cerveau humain et l'organisme est une intelligence très peu coûteuse en énergie. Oui, c'est vrai. Et d'où la recrudescence des low-tech. Et de se dire que à quoi bon dilapider énormément d'énergie déjà pour créer des outils qui vont être utilisés dans des secteurs où nous n'avions pas de besoins insatisfaits. Donc là, par exemple, il y a énormément de travail sur investir sur des algorithmes intelligents pour faire des recommandations de publicité sur Internet. Mais si l'on admet dès le départ que la publicité est un problème parce qu'elle pousse à la surconsommation et qu'on essaie de la limiter, là, ça devient un double gâchis. Nous gaspillons de l'énergie et des talents pour que des développeurs arrivent à créer des algorithmes qu'il va falloir entraîner, stocker et faire fonctionner, qui permettent de pousser à la surconsommation, donc de créer quelque chose qu'on pourrait appeler, comme Herman Daly le disait, une activité anti-économique, donc une sorte de disvaleur. Donc là, quand on parle d'activité ou même de choix technologiques, il faut toujours revenir à ces deux grandes questions d'économie politique. Quoi produire ? Comment le produire ? Quoi produire, c'est besoin insatisfait, peut-être j'ai besoin de chaussures. Dans une localité, on n'a pas assez de chaussures. OK, quoi produire ? Des chaussures. Quel volume ? Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas de chaussures ? Est-ce que personne n'a des chaussures ? Ça va définir le volume. Ensuite, comment produire ? Là, c'est un procédé très social. Est-ce qu'on a envie peut-être les produire de manière très urgente, si c'est un vaccin contre le Covid ? Si c'est quelque chose d'autre où on a plus de temps, on peut se permettre d'avoir des conditions de travail qu'on vient de décider de manière autonome. Voilà, nous pourrions produire des chaussures en faisant appel à une main-d'œuvre étrangère, moins chère, en faisant appel à certaines techniques des robots automatiques, ou nous pouvons aussi décider de manière autonome que nous préférons être moins productifs, mais utiliser des techniques low-tech qui enrichissent la convivialité du travail. Donc là, on voit que ce n'est pas forcément une régression économique, c'est juste se dire on va être un petit peu moins productif dans le sens premier du terme parce qu'on ne veut pas sacrifier une certaine qualité du travail. Donc ça peut aussi être le retour au low-tech, la déindustrialisation, la relocalisation de certaines activités économiques n'est pas forcément une régression, ça peut justement être une nouvelle étape vers un meilleur contentement, où on se retrouve avec des emplois plus agréables, dans des conditions plus conviviales, avec un mode de production qui peut se permettre d'être moins productif parce que justement nous avons abaissé notre niveau de production. On a simplifié des besoins, donc au lieu de devoir produire 1000 chaussures par jour, on doit en produire que 10, ce qui ouvre la possibilité de moins travailler et de travailler dans des conditions plus agréables. Ça, c'est les co-bénéfices un petit peu sociaux de cette transition décroissante. Et vous parlez de contentement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont déprimées, effectivement, dans leur vie, manque de perspective, notamment les jeunes. Qu'est-ce que vous leur répondez ou qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? C'est la tragédie, parce que si, à la limite, le pays le plus riche du monde en PIB par habitant ou des pays avec des taux de croissance vraiment énormes comme les États-Unis étaient des oasis de bonheur, si tout le monde aux États-Unis vivait jusqu'à 150 ans, avait des technologies qui leur permettent de parler aux animaux, était vraiment extrêmement heureux, il n'y avait aucun suicide, aucun crime aux États-Unis, là je me dirais, OK, ça vaut peut-être le coup de se faire kiffer et de défoncer des écosystèmes. Mais même pas. Les États-Unis ont une croissance anti-économique, ils arrivent à faire croître leur PIB par habitant et à faire baisser leur durée de vie moyenne. Donc là, c'est absolument génial. C'est du développement gâché. Et donc, dans ce cas-là, on a non seulement un intérêt écologique à repenser notre système, mais qui devient aussi un intérêt social. Et donc, ça crée la multiplication des raisons, de se dire, à quoi ça sert aujourd'hui de gâcher 5 ans de sa vie à faire une école de commerce, à apprendre des théories économiques qui ne
correspondent qu'à une réalité fantasmée qui est plus proche du LARPing que de la réalité. Tout ça pour ensuite aller travailler dans une banque où on va faire 70 heures par semaine à faciliter l'investissement des énergies fossiles pour se retrouver complètement déprimé en burn-out 3 ans après et faire une dépression. Est-ce que ça valait vraiment la peine de gâcher une décennie de sa vie alors qu'en fait, on aurait été très heureux peut-être de se lancer dans un métier passion, moins lucratif, moins compétitif, mais qui nous amène vers une vie plus apaisée. Et cela, moi, je me repose beaucoup sur les travaux des sociologues qui travaillent avec les personnes en fin de vie. Et de toutes les études que j'ai vues, je pense que personne n'a jamais dit sur son lit de mort je regrette vraiment de ne pas plus avoir contribué au PIB. Non, la plupart des gens nous disent si je pouvais revenir en arrière, je travaillerais moins. Je passerais plus de temps avec ma famille. Je passerais plus de temps à faire de la peinture, à apprendre des instruments, à faire toutes ces choses-là, très concentrées sur des succès scientifiques, spirituels, familiaux, en fait, qui sont ce que Hartmut Rosa, le sociologue allemand, appellerait de la résonance. C'est une richesse de l'être et non pas de l'avoir, comme dirait Eric Fromm. Donc, pourquoi est-ce qu'on a une économie qui est organisée autour de la croissance volumique des quantités, alors qu'il semblerait quand même qu'en tant qu'être humain individuellement, et même que les sociétés humaines en général, soient beaucoup plus portées, après un certain standard de niveau de vie, vers la poursuite des qualités de vie. Donc là, moi, je pense que ça peut donner un espoir de redonner un petit peu un projet de société, de se dire, voilà, nous allons construire une économie du bien-être, une économie de la post-croissance, une économie sociale et solidaire, où non seulement le quoi produire sera plus efficace pour contenter, mais le comment produire donnera beaucoup plus de sens aux manières dont on a de participer à cette économie. Timothée Parrique, on arrive gentiment au terme de notre entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter pour terminer. Alors, moi j'aimerais parler juste un tout petit peu de la réduction du temps de travail. Non seulement parce que je suis un accro de la sieste, mais aussi parce que toute transition sociétale complexe demande un surcroît d'organisation. Si on a un problème avec quelqu'un à la coloc qui ne fait pas la vaisselle, pour le résoudre, il va falloir investir des heures, de l'attention, un petit peu d'inquiétude pour arriver à résoudre ce problème. Là, c'est pareil. On est dans une impasse et on doit mobiliser du temps pour se trouver des solutions. Nous ne pouvons pas faire ça si on travaille tous à plus de 40 heures par semaine, à ne même plus avoir le temps de passer du temps avec nos propres enfants, notre famille, toutes ces choses de base. On ne peut pas faire le surcroît d'efforts pour organiser cette grande métamorphose sociétale. Donc c'est pour ça que le point particulier de la réduction du temps de travail, ça peut être quelque chose aussi simple que de se dire, quand on a une élection, ou quand on fait une convention citoyenne pour le climat, oui, on doit permettre à des personnes de pouvoir réfléchir pendant 6 mois en ayant un revenu garanti. De la même manière que si on avait une grande élection là comme ça sur des grandes bifurcations écologiques, il faudrait que l'intégralité de la population puisse se permettre de prendre du temps pour s'informer, pour discuter, pour délibérer. Il faudrait leur donner des lieux gratuitement accessibles. Il faudrait aussi garantir leur capacité à se contenter pendant cette période. Donc là, on voit que cet investissement temporel, aujourd'hui, on va devoir protéger ces heures pour nous donner les propres moyens. Et si on fait le contraire, c'est-à-dire de continuer à donner de plus en plus de nos heures au capitalisme, pour la plupart des gens, pour juste se permettre de survivre, de payer leur loyer à l'osage ou je ne sais où. Donc bien sûr, il y a des raisons de le faire. Mais il faut macroéconomiquement qu'on arrive à organiser ce temps de suspension pour qu'on puisse se donner les moyens de prendre des décisions ambitieuses et d'inventer une nouvelle économie. Timothée Parrique, merci pour cet entretien. Merci à vous.